Dans sa réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres adopte plusieurs projets de loi, dont un portant sur les mesures nécessaires pour lutter contre la propagation du coronavirus. Notre pays participe à une réunion extraordinaire des ministres arabes des Affaires étrangères, présidée par le sultanat d'Oman et convoquée par l'État de Palestine. Et à l'instar de la communauté internationale, notre pays célébrera demain, 1er mai, la fête internationale du travail. C'était les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 30 avril 2020 sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé un certain nombre de projets de loi, de décrets et de communication, dont le projet d'ordonnance portant certaines mesures nécessaires pour lutter contre la pandémie du Covid-19 et ses répercussions, et des projets de loi sur des conventions de financement, ainsi qu'un projet de décret qui abroge certaines dispositions du décret qui fixe la liste des produits objets de la déclaration mensuelle obligatoire du stock et des conditions de cette déclaration. Il a également adopté des projets de convention portant sur des projets de développement, dont une convention de financement signée avec le FADES portant sur les projets oasiens, en plus de 2 autres avec le Fonds koweïtien pour la construction de la route Nema-Beit-Lahouach et celle de plusieurs autres axes routiers à l'intérieur du pays. Le Conseil des ministres a adopté le projet de décret qui abroge certaines dispositions du décret fixant la liste des produits objets de la déclaration obligatoire. Il a précisé que ce décret détermine la procédure de cette déclaration de stock de produits essentiels de manière à ce que tout importateur national soit tenu de faire cette déclaration mensuelle afin que les pouvoirs publics soient informés sur l'état d'approvisionnement du pays en général. Il a aussi adopté un projet d'ordonnance portant sur la lutte contre le coronavirus, qui s'inscrit dans le cadre du processus global de lutte contre la pandémie, en conformité avec le cadre légal et constitutionnel. La loi numéro 4/2020, en date du 22 avril 2020, permet au gouvernement de prendre des mesures par ordonnance, ce qui rentre parfaitement dans le cadre de la loi, ainsi que le stipule l'article 60 de la Constitution. Ce projet autorise les ministres concernés à prendre par arrêté les mesures indispensables pour lutter contre ce fléau. Il a ajouté que toutes ces actions ont été spécifiées et assorties d'un chronogramme d'exécution et qu'elles prennent fin aussitôt que les causes pour lesquelles elles ont été prises auraient disparu. Et dans nos prochaines éditions, nous reviendrons plus en détail sur le communiqué final du Conseil des ministres. La traditionnelle conférence de presse du Conseil des ministres qui se tient après le Conseil a été animée par Dr Sidi Ould Salem, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, et son homologue de la justice, Dr Haïmouda Ould Ramdan. Les moments difficiles de la pandémie n'ont pas freiné l'ardeur des leaders du G5 Sahel sous la présidence du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, qui sont montés au créneau. Le Conseil de l'Union européenne s'est engagé à œuvrer à l'élargissement de la coalition pour le Sahel à d'autres partenaires internationaux et trouver des solutions aux problèmes économiques soulevés à cette occasion. Aminata Khan. Tenue de 2 conférences à Nouakchott dans un contexte particulier marqué par la propagation de la pandémie du Covid-19. La première conférence a réuni les présidents du groupe G5 Sahel autour d'une visioconférence. Cette session extraordinaire était présidée par le président de la République, président en exercice du groupe G5 Sahel. La conférence était axée sur l'évolution de la pandémie du Covid-19 dans l'espace du Sahel, considérant les multiples défis auxquels les pays du G5 Sahel sont déjà confrontés, tels que le terrorisme, l'insécurité et la pauvreté. Aggravés par un dérèglement climatique persistant, les chefs d'État du groupe G5 Sahel ont examiné la situation de la pandémie du Covid-19 qui vient s'ajouter aux défis ci-dessus
et qui affecte gravement les économies et les emplois, essentiellement les secteurs informels des pays, avec un risque de désagréger le tissu social et de menacer la sécurité et la stabilité des États du G5 Sahel. Le président de la République a présenté au cours de la conférence la vision de notre pays dans sa lutte contre l'ennemi en commun, la pandémie du Covid-19. Les chefs d'État ont remercié le président de la République pour son leadership et son engagement constant. Je dois dire que le plus important à noter ici, c'est vraiment qu'il s'agit d'une initiative du président de la République, Mohamed El-Cheikh Ghazouani, qui, comme vous le savez, préside le G5 depuis le dernier sommet de Nouakchott. Et à ce titre, il a pris la décision cette année de convoquer 2 sommets. Le premier sommet était le lundi 27 avril, qui était pour les 5 États membres du G5, auxquels ont participé les autres 4 présidents. Ils étaient tous là. Et je crois que durant ce sommet, comme l'a dit votre reportage, il était question surtout de regarder les conséquences de la crise actuelle, la crise sanitaire causée par le Covid, et en particulier d'en évaluer les conséquences, et les conséquences économiques dramatiques. Dramatique, c'est l'emploi, dramatique, c'est l'économie, avec une possibilité de récession, comme cela a été signalé, qui peut aller jusqu'à 8%, entre 2 et 5%, mais dans certains pays à 8%. Un effet majeur, c'est les entreprises. Vous savez, il y a des villes quand même qui ont été fermées, des régions, et tout cela a des conséquences sur l'économie. Donc ce sommet s'est appuyé sur cette question pour faire un appel, que je considère comme étant l'appel de Nouakchott, et qui a permis de demander par ces États une annulation pure et simple de la dette. Bien sûr, ils se sont félicités de ce qui a été fait jusqu'ici en termes de moratoire et de réduction de la dette, mais ce n'est pas suffisant. Si l'on veut réellement aujourd'hui sauver l'Afrique, et c'est un appel pour l'ensemble de l'Afrique, c'est là aussi où je souligne le leadership du président, parce qu'il s'agit d'un appel pour l'Afrique, comme l'ont fait récemment le président Macron, le secrétaire général des Nations Unies et le président de l'Union africaine. Je pense que le président de la République rejoint aujourd'hui avec ses pairs ces voix-là pour demander un appel pour toute l'Afrique, mais bien sûr avec une certaine sensibilité et une attention plus particulière pour le Sahel qui vit quand même une crise majeure. Ça, c'est le premier sommet. Ensuite, le président de la République, Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a tenu une vidéoconférence avec le président du Conseil européen, Charles Michel. Cette vidéo s'est tenue en présence de l'ensemble des chefs d'État du G5 Sahel et de la vice-secrétaire générale des Nations Unies et du président de la Commission de l'Union africaine. Lors de cette conférence, les dirigeants ont adopté une déclaration conjointe des membres du Conseil européen avec les États membres du G5 Sahel. Les dirigeants ont convenu de poursuivre les efforts conjoints afin d'élargir la coalition pour le Sahel à d'autres partenaires. Le deuxième sommet était le mardi avec donc l'Union européenne. Il était présidé par son Excellence le président Mohamed El-Cheikh Ghazouani et le président du Conseil de l'Europe, M. Charles Michel. Et il y avait un niveau de participation extrêmement important, les 5 chefs d'État du G5, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Mme Ayouna Mohamed, le président de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mohamed. Durant ce sommet, le plus important, c'est le fait que les participants, en particulier l'Union européenne, les Nations Unies, l'Union africaine, ont tous endossé la déclaration qui a été donnée donc, durant le sommet de Nouakchott de la veille, et la déclaration de Nouakchott, et en disant qu'ils soutiennent cette idée et qu'il faut qu'il y ait une considération sérieuse pour cette question de l'annulation de la dette. Au-delà de cela, il y a eu des annonces importantes auxquelles je pourrais revenir de l'Union européenne par rapport à la réponse au Covid. Tout ce que je voudrais dire ici en un mot, c'est que durant cette période de crise, c'est le moment où l'on voit réellement le leadership. Je pense que cette initiative du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, vient vraiment à point. Il y a un moment où elle est critique et je pense qu'elle remet la Mauritanie au centre du leadership régional et du leadership africain, pour ne pas dire au niveau mondial. Au vu de la gravité de la situation dans les pays du Sahel ainsi que leur vulnérabilité face à la propagation du Covid-19, les coprésidents ont souligné l'urgence d'une solidarité effective de la communauté internationale afin d'apporter une réponse efficace et durable à la pandémie du Covid-19 dans le monde, en Afrique et dans le Sahel en particulier, notamment pour limiter l'impact sanitaire et économique de cette crise. Le président en exercice du G5 Sahel, Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a tenu à exprimer son appréciation pour la réponse de l'Union européenne et la dimension internationale de cette crise globale sans précédent. Il a salué la mémoire des milliers de victimes du Covid-19 de ces dernières semaines.
Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'étranger, M. Smaïl Cheikh Ahmed, a participé aujourd'hui à une réunion extraordinaire des ministres arabes des Affaires étrangères présidée par le sultanat d'Oman et convoquée par l'État de Palestine. La réunion tenue par le biais de la vidéoconférence a porté sur les mesures qui pourraient être prises pour faire face à l'exécution du plan israélien prévoyant l'annexion de la Cisjordanie ou certaines parties de ce territoire et d'y imposer la souveraineté israélienne, ainsi que les colonies illégales installées sur le territoire de l'État palestinien depuis 1967. Le Conseil a pris une résolution en termes très durs, affirmant que ce auquel œuvre le gouvernement d'occupation représente un nouveau crime de guerre qui vient s'ajouter au registre israélien riche en crimes contre le peuple palestinien et en violation flagrante du traité et des résolutions de l'ONU ainsi que du droit international. Le ministre avait à ses côtés le directeur général du monde arabe et des organisations islamiques, l'ambassadeur Sidi Mohamed Ould Abdallah. La Mauritanie célébrera demain, vendredi 1er mai, la fête internationale du travail dans des conditions particulièrement difficiles, marquées par la pandémie du coronavirus Covid-19. À cette occasion, le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, M. Kamara Saloum Mohamed, a prononcé un discours dans lequel il a souligné la priorité qu'accorde le gouvernement à la garantie des droits fondamentaux au travail et plus spécifiquement au profit des travailleurs susceptibles de précarité. Écoutons-le. Chères sœurs travailleuses, chers frères travailleurs, aujourd'hui, à l'instar des autres pays du monde, nous célébrons la fête internationale du travail dans des conditions particulièrement difficiles, marquées par la pandémie du Covid-19, dont les effets bouleversent votre vie quotidienne. En ce jour mémorable, qui a souscrit le couronnement de la lutte des travailleurs pour plus de liberté et de justice sociale, je vous adresse mes meilleurs vœux et vous souhaite une bonne fête de travail. C'est le lieu de rappeler que les engagements de son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, consignés dans son programme électoral pour la période 2019-2024, mis en œuvre par le gouvernement de son Excellence, le Premier ministre, M. Ismaïl Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya, en matière de refonte de la législation, sont des instruments pour renforcer les acquis et asseoir les bases d'une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs. Malgré le contexte particulier que nous vivons aujourd'hui, des actions inscrites dans le plan d'action annuel ont pu être réalisées grâce à un partenariat constructif avec les employeurs et les travailleurs, avec lesquels des concertations régulières sont organisées pour faire valoir l'intérêt supérieur de la nation mauritanienne d'une part et l'intérêt de nos partenaires au développement d'autre part. Chères sœurs travailleuses, chers frères travailleurs, c'est dans ce cadre, au cours de ces 9 mois, depuis la désignation du gouvernement, la priorité a été accordée à la garantie et à la protection des droits fondamentaux au travail et plus spécialement au profit des travailleurs susceptibles de précarité. Ainsi, le projet de lutte contre le travail forcé, communément appelé BRIDGE, liquidé ou financé par le département américain du travail, a été pour mettre en œuvre la Convention 2029 de l'OIT sur le travail forcé et son protocole de 2014 a pu déclencher d'importantes actions au profit des populations. En accord avec le BIT, ce programme, bien sûr, a mis dans le milieu du travail au profit des travailleurs et au profit des wilayas et de tous les organes et institutions un instrument de sensibilisation sur cette façon de travailler qui est prescrite et proscrite par le droit international. La poursuite et la mise en œuvre du plan d'action national pour l'élimination du travail des enfants, appelé communément PANET-RIM, dédié à la lutte contre le travail des enfants. Cet ambitieux programme a été aussi mis en œuvre par le département du travail
Et aujourd'hui, en accord avec les partenaires internationaux, la Mauritanie est en phase de dire que cette façon de travailler a été annuellement et souscrivement annulée. Le projet de renforcement des capacités des inspecteurs est important, continue à bénéficier d'une attention particulière du département qui ne ménage aucun effort pour trouver des moyens efficaces dans le cadre du travail de contrôle et d'acheminement du travail, etc. Troisième point, l'amélioration continue de l'arsenal juridique. Et l'arsenal juridique se compose, comme je le dis souvent dans mes interventions, c'est la convention collective, c'est le code du travail, et ces deux actions prennent, malgré le contexte actuel aujourd'hui, une continuité exemplaire. Le travail est pratiquement à la fin. Donc nous verrons bientôt un renouvellement du contrat de travail, un renouvellement de l'arsenal juridique en Mauritanie. La poursuite, bien sûr, du dialogue social. Le dialogue social étant un instrument essentiel au développement du pays. Et actuellement, ce dialogue social entre les représentants des partenaires sociaux et ceux des administrations publiques afin de renforcer les capacités du Conseil national du dialogue social. Et ça, aujourd'hui, nous avons aussi un point très avancé par rapport à cela. Chers travailleurs, la feuille de route continue avec les partenaires sociaux pour, bien sûr, déterminer enfin la représentativité au niveau des entreprises. Et cette action est en cours normal et suit son cours dans de bonnes conditions. Chers travailleurs, le parachèvement de la réforme relative à la main-d'œuvre portuaire. Et cette action aussi aujourd'hui, dans le cadre de la lutte contre la précarité de l'emploi de nombreux dockers, le département œuvre à tout mettre en œuvre pour parachever cette œuvre et actuellement elle suit aussi son cours normal. Enfin, la finalisation bien sûr de la régularisation du personnel non permanent. Ce dossier que vous connaissez aussi est en phase finale. Inch'Allah, elle est pratiquement à la fin de ce mois. Nous aurons trouvé toutes les solutions nécessaires pour régulariser la situation de tous ceux qui se disent PNP dans ce pays. Il est aussi du ressort du ministère du Travail de joindre à l'action du travail tout l'arsenal juridique nécessaire à la médecine du travail. Et il a été constaté toutes ces actions qui ont été faites ces dernières années. Plusieurs arrêtés ont été mis à la disposition de l'Office national de la médecine du travail à l'effet de lui permettre de travailler dans des conditions optimales. Et je porte aussi à vous dire que l'arsenal juridique relatif aussi à la sécurité sociale est en cours de finition et la dernière mouture sur la loi de refonte de la loi sur la caisse de sécurité sociale est aussi en phase finale. Chers travailleurs, voilà les grandes lignes de l'action. Mais il me plaît de vous rappeler que les conditions particulières dans lesquelles nous vivons aujourd'hui sont aussi le lieu de vous remercier. Et au nom du gouvernement, de toute l'attention de votre participation citoyenne à la lutte contre cette pandémie, à l'effet de permettre à notre pays de trouver son équilibre et son développement dans des conditions optimales. Je vous remercie et vive la Mauritanie, vive les travailleurs. Grosse panique et profonde inquiétude chez les habitants de Nouakchott après l'annonce officielle par les autorités de la découverte d'un 8e cas de coronavirus dans notre pays. La rapidité de la contamination et les conditions de propagation de cette maladie sont un facteur qui invite à la vigilance chez les populations. Le point avec Aminata Khan. Comme tous les Mauritaniens, les résidents de cette demeure espèrent que le dépistage se déroulera dans de très bonnes conditions. Les membres de la commission sanitaire chargée du prélèvement et des analyses des riverains du cas 08 sont arrivés sur les lieux très tôt le matin et aussitôt ils ont commencé le travail. Ce membre de la commission a indiqué que depuis la confirmation du 8e cas du Covid-19 dans le pays, qui se sont apprêtés avec l'aide des forces de l'ordre et ont quadrillé le périmètre afin de recueillir les informations nécessaires. Il poursuit en indiquant que tous les occupants de cette maison ont été confinés. Les voisines du 8e cas du Covid-19 dans notre pays décrivent la femme comme une dame gentille et aimable.
Les dames nous ont indiqué qu'elles entretenaient d'excellentes relations avec ses voisins et recevaient quotidiennement du monde chez elles. Dans son lieu de travail, cette vendeuse de poissons tient une autre version des faits. Elle indique que la dame vend du poisson dans ce marché depuis des années et qu'elle a constaté qu'il y a quelques jours de cela, après son retour de la page des pêcheurs, que la femme présentait une fièvre forte, mais qu'elle n'a eu un contact avec personne et qu'elle est retournée chez elle, et qu'avec le début du mois du Ramadan, la femme n'est pas venue au marché. Quoi qu'il en soit, les forces de l'ordre poursuivent les recherches dans le but de retrouver les personnes ayant été en contact avec le 8e cas du Covid-19 dans le pays. Idem pour les agents de la santé. Les Mauritaniens ont senti ces derniers temps des fluctuations climatiques qu'ils ont tenté de s'expliquer par de nombreux moyens. L'Office national de météorologie a rendu public un bulletin météo pour avancer des explications à ces phénomènes et a annoncé un hivernage précoce et long pour l'année 2020. Abdul Adamova nous en dit plus. Il ressort de cette étude saisonnière des caractéristiques agro-hydroclimatiques, des prévisions qui sont favorables pour un hivernage humide cette année dans une grande partie de la région sahélienne et particulièrement en Mauritanie. Selon toujours cette étude, la saison des pluies devrait démarrer plus tôt que prévu dans la partie sud du pays, couvrant les wilayas du Trarza, du Brakna, du Gorgol, du Guidimaha, de la Saba et la partie sud de Hod. Les experts de l'Office national de la météorologie se sont aussi appesantis sur les conditions thermiques des différentes surfaces océaniques dans le cadre de ces études. Les prévisions qui sont dégagées font état un hivernage qui varie entre excédentaire et anormal sur l'ensemble du pays. Nous distinguons des zones, une zone qui couvre la bande sud du pays, la bande agro-silvopastorale, où les cumuls pluviométriques attendus sont entre excédentaire et anormal. La deuxième zone couvre le centre et le nord du pays, où les cumuls attendus pour cette année varieront entre des cumuls normaux à excédentaires. Il ressort aussi de ces études que le début de la saison cette année, Inch'Allah, sera précoce sur la partie sud du pays et sera entre normal et précoce sur le reste du territoire. Quant à la fin de la saison des pluies, selon les modèles à notre disposition, la fin de l'hivernage cette année sera précoce sur l'ensemble du pays. Donc, cette prévision, malheureusement, ne renseigne pas sur la répartition spatio-temporelle de la saison de pluie. D'où l'importance de suivre régulièrement les bulletins élaborés par l'ONM à échéance quotidienne et décadaire pour avoir une meilleure appréciation des événements extrêmes qui peuvent avoir lieu au cours de cette saison de pluie, Inch'Allah. Rappelons que cette prévision saisonnière pour l'année 2020 a été conjointement élaborée par les experts de l'ONM en collaboration avec leurs collègues des autres pays de la région sahélienne pour toute la durée allant du 20 au 24 avril courant. La mosquée de Radio Mauritanie a abrité hier soir une conférence sous le thème « La zakat et les awqaf » présentée par Cheikh Isselmoul Sidi Moustapha. Rabi Adeta. Cette conférence tenue sous le thème « La zakat et les awqaf » a été animée par Cheikh Isselmoul Sidi Moustapha qui a défini la zakat comme croissance et purification, tout en étant une aumône prélevée sur les riches parmi les musulmans au profit des pauvres. La zakat, troisième pilier de la religion, dispose des clauses découlant de la possession de richesses qui la réglementent et en font une obligation. Cette richesse peut être en or, en argent, en bétail, en champs, en marchandises, en biens et services. Le conférencier a ajouté qu'il existe désormais d'importantes richesses nouvelles exploitées comme les produits agricoles, les poulets, les œufs, le miel ainsi que des productions industrielles comme les voitures, les avions, les technologies de l'information et de la communication, les cabinets d'expertise et les cliniques médicales. Tout cela génère d'immenses richesses. Le conférencier Cheikh Isselmoul Sidi Moustapha a souligné que l'État doit se charger de la collecte de la zakat et de sa distribution aux nécessiteux, comme les personnes âgées, ou de monter à leur profit des projets générateurs de revenus, ajoutant que l'État a le droit de sanctionner les riches qui ne s'acquittent pas de la zakat.
Un coup d'œil sur l'actualité à l'intérieur du pays et précisément plus dissuasif des unités des forces armées déployées le long de la frontière avec le Mali guettent le moindre mouvement suspect, décidés à empêcher toute infiltration de personnes susceptibles de représenter un danger sanitaire pour le pays. Notre caméra était également présente à Djigeni. Abdullah Adamaba. Djigeni, ville frontalière non loin de la République sœur du Mali, est à l'heure du mois béni du Ramadan. Ces premiers jours de ce mois béni revêtent un cachet particulier cette année avec l'apparition du coronavirus. Les habitants de ces localités frontalières sont au parfum des mesures préventives à adopter pour faire face à cette pandémie. Cet habitant dit que cette ville est dans une zone frontalière et il précise que la prévention face à cette maladie est dans l'intérêt des résidents. Il a en outre déploré les problèmes d'accès à l'eau sur place. Cette femme dit qu'on leur a demandé de ne pas serrer la main. Chaque habitant reste confiné. Chez lui, personne ne se déplace pour voir son vis-à-vis. Elle poursuit pour dire que toutes les activités commerciales sont à l'arrêt. Elle indique par ailleurs qu'elles sont dans le besoin et demande l'aide de l'État. Au niveau de la structure sanitaire de Djigeni, les responsables sont à pied d'œuvre dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Les mesures préventives sont suivies de près. Ce membre du personnel soignant a indiqué qu'aucun cas sérieux n'a été enregistré par rapport aux personnes qui ont été confinées. Il y a, dit-il, 4 cas de fièvre et 2 personnes qui étaient atteintes de diarrhée. Un membre de l'équipe médicale vient chaque jour s'enquérir de l'état de santé de ces personnes en confinement et prélève leur température, conclut-il. Restons à l'intérieur du pays, notamment le Brakna, plus précisément à Bogué, où le marché central attire la clientèle venue de toute la zone en ce mois béni de Ramadan. Mais les habitants sont constants de l'importance du respect des mesures barrières contre la propagation du coronavirus. Bokar Boylaba. Bogué dans la wilaya du Brakna, une ville frontalière avec le Sénégal. Et son marché, à l'image des autres villes du pays, grouille de monde, ou plutôt des clients venus s'offrir des denrées alimentaires. Principal marché de la Moukata, les camions déchargent sans cesse de produits alimentaires avec un rythme soutenu. La demande oblige et les exigences du mois béni de Ramadan aussi. D'ailleurs, cet homme affirme que le marché est bien approvisionné. Il précise que les commerçants respectent pour l'instant les prix de produits alimentaires comme le riz et les légumes. Justement, cette vendeuse de légumes affirme que c'est le grand marché de la ville. Par ailleurs, elle salue les forces de sécurité et le personnel médical à Bogué pour leurs efforts qu'ils déploient en permanence pour empêcher la propagation du coronavirus. Cette femme abonde dans le même sens que la précédente. Pour elle, tous doivent coordonner les efforts pour faire face à toute éventualité. C'est aussi le sentiment exprimé par cet homme qui affirme qu'ici à Bogué, les habitants sont conscients de l'importance de respecter les mesures prises par l'État. Bogué, chef-lieu de la Moukata du même nom, est une ville dont le marché reste très dynamique en dépit des mesures de restriction imposées par les pouvoirs publics pour empêcher la propagation du coronavirus. Dans la ville de Zouerat, wilaya du Tirs-Zammour, comment les populations vivent le mois béni de Ramadan qui intervient cette année dans une atmosphère marquée par l'apparition du coronavirus, la pandémie du Covid-19 ayant bouleversé les habitudes des jeûneurs, aussi bien sur le plan social, religieux et sur les marchés. Abdul Adamaba. Au 7e jour du mois béni du Ramadan, le marché de la ville de Zouerat est pris d'assaut par les habitants de la cité minière. Les résidents sont à la recherche de provisions pour garnir les mets tard dans la soirée. Les denrées alimentaires essentielles et les légumes constituent les produits qui attirent le plus l'attention des consommateurs. Pour ces résidents, ils apprécient le jeûne durant ce mois béni, mais ils déplorent le coût élevé des denrées alimentaires. Cette vendeuse précise que certaines femmes actives au niveau de ce marché ont des problèmes. Il s'agit, dit-elle, du coût du loyer des boutiques dont elles ont du mal à s'acquitter. L'impact du coronavirus se fait sentir au niveau de ce marché. La plupart des tenants de ces commerces ont été obligés de fermer à la suite des mesures qui ont été prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ces derniers commencent à ressentir l'impact lié à l'apparition de la pandémie du Covid-19. C'est le cas de ces citoyens qui sollicitent l'aide de l'État. Ils précisent qu'ils ont eu à fermer leur commerce et n'ont pas encore été soutenus. Il a en outre sollicité l'appui de l'État. Au cas échéant, précise-t-il, il demande qu'on leur laisse poursuivre leur activité comme à l'accoutumée.
L'Association pour la lutte contre la pauvreté et l'analphabétisme a lancé sa campagne qui vise à organiser des rencontres pour la rupture de jeûne. Au cours de cette campagne, l'association a distribué à des familles nécessiteuses 1700 paniers comprenant l'essentiel des aliments utilisés dans la rupture de jeûne au cours du mois de Ramadan. Au cours du lancement de cette opération, Madame Fatima Mentel Kharchi, présidente de cette association, a souligné dans un mot prononcé à cette occasion que l'association lance cette opération dans une ambiance particulière marquée par l'apparition du coronavirus et a demandé aux familles bénéficiaires de respecter les instructions des pouvoirs publics pour freiner sa propagation. Le porte-parole des familles a exprimé la gratitude des bénéficiaires et déclaré que cette aide arrive à point nommé car les populations sont confinées chez elles. À Boulenoir, dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, s'est déroulée une opération de distribution de vivres au profit de familles nécessiteuses. Une activité qui vise à soutenir les familles qui ressentent les effets du confinement imposé par les pouvoirs publics aux citoyens afin de limiter la propagation du coronavirus. 85 familles à faible revenu profiteront de cette aide. C'est ce qu'a souligné le maire de Boulenoir, M. Ahmed Oulbari. Fin du journal, tout de suite le rappel des titres. Dans sa réunion hebdomadaire, le Conseil de ministres adopte plusieurs projets de loi, dont un portant sur les mesures nécessaires pour lutter contre la propagation du coronavirus. Notre pays participe à une réunion extraordinaire des ministres arabes des Affaires étrangères, présidée par le sultanat d'Oman et convoquée par l'État de Palestine. À l'instar de la communauté internationale, notre pays célébrera demain, le 1er mai, la fête internationale du travail. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.